Nous nous retrouvons pour la 37e édition du Club de la Presse. Deux sujets vont nous occuper aujourd'hui. Le premier, c'est la lutte qui s'annonce déjà âpre pour la succession de Pierre Nkurunziza. Et comme nous le verrons dans le développement de l'émission, trois camps sont déjà en pleine joute. Mais d'ores et déjà, la position la plus proche de Nkurunziza veut que celui qui lui succédera devra jouir de la bénédiction du guide du parti CNDD-FDD, qui n'est autre que Pierre Nkurunziza, et devra lui obéir comme son enfant. Les propos sont d'Athanase Hatungimana, alias Chokoloko, connu pour être dans le cercle le plus fermé de Nkurunziza. Qu'augure cette annonce? La lutte sera-t-elle saine? Quel risque pour le pays? L'autre sujet, c'est l'Union européenne qui revient à la charge. L'UE qui a voté hier une nouvelle résolution, la 6e du nom depuis 2015, qui exige entre autres un dialogue inclusif, toujours sous l'égide de la sous-région, ou encore l'annulation des résultats issus du référendum parce que le scrutin était illégitime selon l'UE. Cette résolution intervient dans un contexte de nombreux autres appels comme ceux de la France et des États-Unis pour la restauration de l'accord d'Arusha. Cette nouvelle sortie de l'Union européenne a-t-elle des chances d'avoir un impact sur le comportement du pouvoir de Bujumbura qui jusque-là fait la sourde oreille? Le débat avec nos invités que vous connaissez déjà. Bonfils Nyongere tout d'abord, journaliste à la radio publique africaine, bonjour. Bonjour. Et puis Patrick Bitavaro de la radio Nzamba Agate Kakawe, bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bienvenue. Nous nous plongeons directement dans le vif du sujet. Patrick, est-ce que l'annonce faite par Athanase Hatungimana, alias Chokoloko, comme quoi le successeur de Pierre Nkurunziza devra lui obéir comme son enfant, confirme les craintes d'une certaine opinion que Nkurunziza ne s'éloigne pas du tout du pouvoir en 2020? Effectivement, Franck, en fait, cette annonce ne m'a pas du tout surpris parce que c'est déjà dans l'opinion que Nkurunziza a annoncé son départ, mais tout en envisageant rester au pouvoir. Et il compte partir pour rester. Et c'est normal donc que cette annonce est faite par Chokoloko. Chokoloko, quelqu'un qui est dans le cercle du pouvoir, du cercle de Nkurunziza, comme vous l'avez dit. Et c'est comme son propre fils. Il a toujours été au palais de Nkurunziza. Il est toujours là-bas. Et c'est quelqu'un qui n'est même pas connu dans la politique. Mais justement, c'est ce qui est étonnant. Vous dites que c'est normal, alors que c'est quelqu'un qui n'apparaît pas tellement dans la politique. Effectivement, mais il est très proche de Nkurunziza depuis que Nkurunziza est au pouvoir. Il n'a jamais éloigné de son cercle. Donc, si cette annonce a été faite aujourd'hui, c'était juste pour confirmer une opinion qui était déjà là. Ouais. Et ça ne m'a pas du tout surpris. Et tout simplement, c'est pour préparer les esprits, surtout des CNDD-FDD, des membres du CNDD-FDD, qui sont ciblés. C'est le message qui est ciblé pour les membres du CNDD-FDD, pour qu'il ne puisse pas y avoir une autre fronde comme on en a connu dans le passé. Et que si demain, Pierre Nkurunziza choisissait sa femme, son propre fils ou quelqu'un de son choix, que les gens ne soient pas surpris. Mais tout ce qu'on connaît, c'est que normalement, dans une démocratie, il devait y avoir des élections proprement dites au sein du parti au pouvoir pour se choisir eux-mêmes on y reviendra sans doute. Bonfils Nyongere, qu'est-ce que cette annonce peut signifier? Cette annonce signifie que Nkurunziza prévient celui ou celle qui prétend devenir son successeur demain ou après-demain, lorsqu'il annonce qu'il ne va pas se présenter aux élections comme à la candidature comme à sa propre succession. C'est une annonce de quelqu'un qui est serviteur du président depuis 2005, une annonce qui est faite pour dire aux généraux, au cercle des généraux, que quiconque voudra
être président, il doit être désigné par le guide suprême et éternel du parti CNDD-FDD. Mais son serviteur Athanase Hatungimana dit Chokoroko ne dit plus que c'est un parti politique, il dit plutôt que c'est une coalition. On ne sait pas, cette coalition du CNDD-FDD, il est une coalition d'Oki, mais l'on doute encore. Peut-être que c'est une coalition des membres du parti CNDD-FDD côté politique, une coalition des anciens combattants dit officiellement Imbonerakure pour ne pas dire des anciens combattants. Je vois à quoi vous faites allusion. Il a dit notre guide, c'est le père de Durunani, des Bagumyabanga. Est-ce que ça ne peut pas plutôt signifier l'unité des Bagumyabanga? L'unité des Bagumyabanga n'y est pas. D'abord, l'unité des Bagumyabanga n'y est pas. Depuis 2007, il y a des dissensions internes au sein du parti CNDD-FDD. Vous avez vu avec le départ du Hussein Rajab, il y a eu 21 députés qui ont été chassés de l'Assemblée nationale. En 2012, vous avez vu parmi le Conseil des sages, Manasseh Nzobonimpa qui a quitté et qui a dénoncé les mascarades électorales de 2010. En 2015, c'était purement et simplement une catastrophe au sein du CNDD-FDD. Et donc pour vous, c'est une coalition, dont personne ne connaît le contour. Des généraux, des anciens combattants, tantôt appelés Imbonerakure, et les politiciens ou les alliés au parti politique. C'est une coalition de trois. Puisque vous dites vous-même qu'il y a trois tendances au sein du CNDD-FDD. Justement, il y a les trois tendances. Il y a la première, c'est celle qui est représentée par le discours de Chokoroko, qui a donc dessiné le profil du futur successeur de Pierre Nkurunziza. Il s'agit donc, le deuxième, il s'agit d'un groupe de généraux issus de la rébellion, qui prône une candidature consensuelle, mais avec le grade de général, tandis que le troisième groupe milite pour le respect du règlement du CNDD-FDD, revendiquant la démocratie et l'ouverture à plusieurs candidatures. Patrick, comment pensez-vous que sera la bataille dans de telles conditions? La bataille ne sera pas du tout facile, Franck, parce que, comme vous le savez, le parti CNDD-FDD, c'est un parti qui est militarisé depuis son accession au pouvoir en 2005. Et les généraux n'ont jamais lâché le parti. Ils ont toujours géré le parti. La preuve en est que même son secrétaire général est un général-major de l'armée, qui est aux commandes aujourd'hui. Il a même passé à la police. Pardon? Il est passé par la police aussi? Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il était dans la police. Tout à fait. Donc, il est polyvalent. Ils n'ont pas lâché ces généraux. Ils n'ont pas vraiment lâché le parti. Et moi, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait quand même des tendances au niveau des généraux qui voudraient bien garder le pouvoir. Même si Nkurunziza est annoncé à travers son serviteur, comme l'a dit Chokoroko, que le choix de Pierre Nkurunziza sera quand même accepté comme tel. Je crois que les généraux ont une très grande influence. À ce niveau, ils tapent sur la table pour dire, eh bien, ce sera quand même quelqu'un qui a fait le maquis. Et aujourd'hui, on comprend qu'il y a des cercles de généraux de l'Ouest, de Cibitoke, Bubanza, qui veulent garder le pouvoir parce qu'ils sont nombreux de ce côté-là. Il y en a de Gitega, pour parler du secrétaire général du parti, et de Makamba. Tout cela voudrait bien quand même qu'il y a une sorte de régionalisme qui est né à partir de cette situation de tension. Il y a une division, effectivement. Ça nous ramène des décennies en arrière, hein, quand on parlait de Muranvia, de Burudi. Tout à fait. Si Chokoroko a parlé de la coalition, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Mais quelle coalition? Est-ce qu'il y a des divisions au sein du parti? Effectivement, ça nous renseigne qu'il y a effectivement des divisions, mais qui ne sont pas dites ouvertement. Et tout ce qu'il faut dire, c'est que
aujourd'hui, il y a une tension qui est là et qui, un jour, pourra éclater au grand jour. Bon, fils, il semblerait que le groupe des généraux soit le plus craint. Quelle chance donnez-vous à l'un et l'autre groupe? Il n'y a pas de chance. Purement et simplement, ça connote la musique d'Umuduri Dongeshimana qui disait Mukokigabana Wamenga Babarose. Quand ils divisaient le pays, ils semblaient qu'ils étaient enragés ou dopés. Ça, c'est la traduction. C'est une forme de traduction que je donne à cette Umuduri. Donc, lorsque les généraux se disent qu'ils vont être les successeurs de Nkurunziza, lui, il sait qu'il ne va pas partir. C'est pourquoi il envoie son serviteur, dire que c'est lui qui va nommer, qui est le guide suprême et éternel, qui va nommer son successeur à sa miroir. Et peut-être qu'il va nommer son fils, candidat officier à l'Institut supérieur des cadres militaires. Peut-être qu'il va nommer sa femme pour la succession et que lui va devenir le premier ministre pour qu'il reste dans les affaires. Et ces généraux seront dessus. Et en plus, ceux qui prônent pour la démocratie, ceux qui prônent pour des élections libres de son parti pour qu'ils puissent désigner le successeur de Nkurunziza vont être également dessus. Donc, une situation plausible est celle-ci. Il y a 3 scénarios. Il y a le scénario de dissensions internes au sein des partis CNDD-FDD, même au sein des généraux. Il y a aussi une probable fronde du CNDD-FDD, une nouvelle fronde qui va donc être ici dans cette candidature de Pierre Nkurunziza. Il y a également une certaine forme de politique comparée qu'on va donner aux Imbonerakure ou anciens combattants. Ils vont descendre dans les rues, réclamer le maintien de Pierre Nkurunziza à la présidence. Et ça, ce n'est pas unique au Burundi. Ça a été le cas chez les Allemands lorsque le parti nazi avait gagné les élections. Il y avait les jeunes de ce parti... On replonge un peu dans l'histoire. Oui, les jeunes de ce parti ont descendu dans les rues pour réclamer que Hitler, Adolf, soit le chancelier allemand, alors que, conformément à la loi, ce n'était pas lui qui devrait être chancelier allemand, mais plutôt les réclamations de la jeunesse de son parti. Et Nkurunziza, il va dire que c'est une réclamation de la jeunesse de mon parti des anciens combattants Imbonerakure, et également c'est la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu, ce Dieu qui est toujours une miroir de Pierre Nkurunziza. Un miroir plutôt. Tiens, il vient de parler de Denise Nkurunziza qui serait en train de se positionner. On l'a vu tout récemment, elle a reçu des invités de Pierre Nkurunziza comme si, c'est vrai, c'est la première dame, mais on a l'habitude plutôt de voir Nkurunziza accueillir lui-même ses propres invités. On a vu le 1er juillet les travailleurs, les agents, les cadres de la société du thé qui défilait avec un grand portrait de la première dame. Est-ce que ça serait un signe prémonitoire qu'elle pourrait effectivement remplacer son mari? En fait, au pouvoir de Pierre Nkurunziza, tout est possible, mais c'est vrai que Pierre Nkurunziza voudrait bien instaurer la dynastie, mais je ne suis pas vraiment très convaincu que ce portrait qu'on a vu défiler lors des festivités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance du Burundi soit un signe que Denise Buchumi Nkurunziza va succéder à son mari. Et moi, j'ai trouvé ça comme un excès de zèle de la part des travailleurs de l'OTB qui sont dirigés à la tête par Jacques Bigirimana, que tout le monde connaît comme un activiste chevronné de Pierre Nkurunziza. Zélé, très zélé de Pierre Nkurunziza. Donc, c'est un cas très simple d'excès de zèle qui a été quand même mis au grand jour à l'occasion de cette fête de l'indépendance du Burundi. Et on a vu, même dernièrement, il y a eu le secrétaire général du parti, CNDD-FDD, qui s'est montré
comme un roi, un monarque. Tout le monde a cru que finalement, c'était lui le successeur de Pierre Nkurunziza. C'était au cours de son 50e anniversaire, hein, oui, quand il s'est affublé de la tenue devant des les anciens rois. diplomates et qui étaient venus pour agrémenter, pour mettre les couleurs dans cet anniversaire, dans cette cinquantenaire. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans un flou qui a été nourri par Nkurunziza lui-même, autour de son successeur. Donc, on ne connaît pas qui va succéder à Nkurunziza, effectivement. Et qui peut lui-même en payer le prix. Hein, bien sûr, parce qu'effectivement, avec la nouvelle Constitution, on croyait que la nouvelle Constitution va abroger celle de 2005 et nous montrer son Premier ministre, et ce sera celui-là qui pourrait continuer à succéder à Pierre Nkurunziza. Mais il a vu lui-même que c'était un peu tôt, que les tensions étaient là et qu'il ne pouvait pas quand même appliquer la constitution qu'il a voulu. Justement, quelles conséquences cette bataille peut avoir sur le parti ? Le parti va être disloqué comme on en a vu dans le passé. Il y a eu des fronts en 2007 avec Radjabou et son équipe. Il y a eu une fronde en 2015, ça a été une catastrophe. Et en 2020, ça sera pire, de mon point de vue. Je ne voudrais pas que ça soit pire. Mais le problème, c'est que les moments des élections au Burundi, ça a été des moments de recul du système démocratique. Ça, on en a vu dans le passé. En 2010, il y a eu beaucoup de morts après les élections. Les FNL qui ont été assassinés à grande échelle. En 2015, ça a été pire. Mais en 2020, franchement, ça sera dans le cercle du pouvoir. Et les conséquences pourront être pires que les élections antérieures. Pour vous, Bonfils, quelles pourraient être les conséquences de cette lutte interne, plutôt sur le plan du pays? Les conséquences de ces rivalités internes des partis CNDD-FDD pourront être énormes. Mais à mon avis, le parti CNDD-FDD n'existe plus. Puisqu'il n'y a plus de président du parti CNDD-FDD, il y a seulement le parti président. Le parti président, c'est-à-dire le président de la République est lui-même le président du parti, il est lui-même le président de tout. Donc le parti CNDD-FDD n'existe plus, c'est plutôt le parti Pierre Nkurunziza. Et Pierre Nkurunziza, il va désigner qui va lui succéder ou va décider de se maintenir au pouvoir. Les conséquences seront énormes puisqu'il y a des scénarios, 3 scénarios possibles. Il y a un scénario de guerre qui peut éclater parce que le cercle des généraux n'est pas d'accord avec la vie de Pierre Nkurunziza. Il peut également y avoir des frondes, c'est le deuxième scénario. Et le troisième scénario, c'est une probable brèche qui va être donnée à l'opposition, bien que l'opposition se montre à l'heure actuelle défaillante. Merci. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle, même si sur le plus gros plan, vous êtes plutôt catastrophiste. Hein. Espérons qu'on n'ira pas jusqu'effectivement à cette catastrophe. L'autre sujet, c'est la nouvelle résolution adoptée hier par l'Union européenne sur le Burundi. Des mesures prises à la suite d'une proposition de projet de résolution initiée par 12 députés européens. Le texte définitif exige entre autres le dialogue inclusif et l'annulation des résultats du dernier référendum. Bonfils, espérez-vous des résultats probants de cette nouvelle résolution, surtout que les eurodéputés s'en remettent encore une fois à ce région qui a été qualifiée depuis très longtemps de défaillante? Bon, nous sommes confiants à cette résolution. Pourquoi? Puisque même si Pierre Nkurunziza annonce qu'il ne va pas se présenter aux élections de 2020 lors de la promulgation de la Constitution qui n'est pas encore mise en exécution totalement,
c'est parce qu'il y a une pression de la communauté internationale, une pression de l'Union européenne. Bien que les députés de l'Union européenne disent qu'ils confient le conflit burundais à la communauté est-africaine, c'est un langage diplomatique. Le langage diplomatique, il ne pouvait pas dire qu'il va donc prendre les choses en main ou dire que le conflit burundais va être transféré à l'Union africaine ou à l'ONU, alors que même le Conseil des Nations Unies qui devrait se tenir sur le Burundi n'a pas eu lieu parce qu'il y avait l'absence de responsables, de représentants des pays de la communauté est-africaine qui est médiaté dans le conflit burundais. Et le 31e sommet de l'Union africaine n'a pas sorti de résolution sur le Burundi puisque le président de la communauté est-africaine n'était pas présent dans cette réunion. Donc la communauté est-africaine se montre très et ou trop défaillante par rapport au conflit burundais. Mais pour le conflit burundais, le cas d'espèce, notez bien que même l'opposition est défaillante en la matière de lutte contre le pouvoir de Nkurunziza. Au lieu de lutter contre le pouvoir de Nkurunziza, ils se chamaillent entre eux, ils font des rivalités internes ou intestines qui n'avantagent autre que Pierre Nkurunziza et son pouvoir sanguinaire. Patrick, le contexte des autres appels, notamment ceux du président français Emmanuel Macron et des États-Unis pour le respect des accords d'Arusha, est-il favorable à cette résolution? Bon, la résolution de l'Union européenne. Naturellement. Effectivement, en fait, ce sont des pressions qui sont tous azimuts, si vous voulez, et des pressions qui viennent du côté des États-Unis, du côté de l'Union européenne, du côté de la Belgique, et du côté même de certains de l'Union africaine. Et ce sont des pressions qui ont pesé très lourdement sur Pierre Nkurunziza et qui l'ont amené à céder le 4e mandat. Il a surpris plus d'un en annonçant qu'il ne va pas briguer le 1e mandat alors qu'il venait lui-même de se tailler une constitution qui pouvait lui permettre de rester aux commandes, de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Au moins. Au moins. Mais jusqu'à la venue de Jésus-Christ. C'est ce qu'on chantait dans les rues. Les Imbonerakure étaient appelés dans les rues pour dire effectivement qu'ils sont pour Nkurunziza, qu'ils veulent la monarchie, qu'ils veulent tout ce que Pierre Nkurunziza voudrait bien que ça se passe. Mais il a accepté de céder. Mais aujourd'hui, moi je comprends que ça n'a pas été une volonté de Nkurunziza, mais que ça a été quand même le fruit de ces pressions de la part de l'Union africaine, de la part de l'Union européenne, de la part des États-Unis. Et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle ces présidents, le président Macron et le président américain, ont félicité Pierre Nkurunziza d'avoir annoncé cette bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle, entre guillemets, parce qu'ils ne savent pas effectivement qui est Pierre Nkurunziza. Mais avec cette résolution de l'Union européenne, finalement, on a compris que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ne sont pas dupes. Ils savent la personnalité de Pierre Nkurunziza parce qu'ils ont gardé les sanctions pour effectivement pousser Pierre Nkurunziza à négocier, à appeler, à s'inscrire dans la logique du dialogue et pouvant permettre quand même au Burundi de sortir de la crise. Mais nous sommes également en présence d'autres éléments qui sont extrêmement défavorables, notamment le sommet qui vient, plutôt la réunion du Conseil des Nations Unies sur le Burundi qui ne s'est pas tenue, le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Nouakchott en Mauritanie, mais qui ne s'est pas prononcé finalement sur le Burundi en raison de l'absence des chefs d'État de la sous-région des États de l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut peser effectivement lourd, le fait qu'il y ait ce type d'absence d'annulation de réunions de ce type? Effectivement, en fait, la diplomatie, Franck, c'est comme une machine qui tourne au ralenti. Aujourd'hui, Nkurunziza quand même
la sous-région, la région des Grands Lacs et l'EAC, la communauté des pays membres de l'EAC, ont failli à leur mission d'organiser quand même un dialogue inclusif qui pourrait sortir le Burundi de la crise. Et malgré ça, c'est vrai, c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Nkurunziza n'a voulu écouter personne, et il a réussi quand même à gagner ce terrain, la sous-région. Mais je crois que puisque l'Union européenne pèse lourdement sur Nkurunziza et qu'il soutient un dialogue inclusif, et je crois que bientôt, ils vont continuer à peser sur Nkurunziza. Et il y a des membres, certains députés de l'Union européenne qui ont émis des souhaits de voir Pierre Nkurunziza un jour répondre devant la Cour pénale internationale. Et tout ça, ce sont des pressions qui pourraient quand même amener Pierre Nkurunziza à accepter quand même de dialoguer. Et puis, il y a autre chose qui est important pour moi, de mon point de vue, c'est cette... assez rapidement. Très rapidement, c'est ce souhait d'un député de l'Union africaine qui a émis un souhait de voir de retirer l'argent qui était affecté au contingent burundais de la MISOM ou de la Centrafrique. C'est l'heure de député Maria Arena. Effectivement, parce que ce sont de gros montants, des devises qui entrent au pays et qui sont en train de servir le régime de Nkurunziza, un régime qui est en train de tuer les gens, un régime qui est en train de violer systématiquement les principes démocratiques. Et les principes généraux des droits de l'homme. Tout à fait. Donc, c'est quelque part, si cette pression-ci, quand même, il pouvait y avoir, mais quand même... cet appel pouvait être entendu et retiré, ce montant, ce budget qui fait fonctionner. Ce sont des montants colossaux que Pierre Nkurunziza récupère de ses missions. Effectivement, ça pourrait quand même porter des fruits parce qu'aujourd'hui, le régime de Nkurunziza fonctionne grâce à ces montants. La mission est devenue à remplacer le café burundais. Le café burundais qui était porté de devises, aujourd'hui les devises proviennent de ce côté-là. Donc l'Union européenne finance quelque part le régime de Nkurunziza. On a vu effectivement les communications dont il vient de parler, notamment la communication de Louis Michel, qui a été ministre des Relations extérieures en Belgique, mais qui a été également président de la Commission de l'Union européenne, mais également la communication notamment de Federica Mogherini, qui a dit qu'elle soutenait, qui est la chef de la diplomatie européenne, qui a dit qu'elle soutenait l'action des États de l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir effectivement un impact, étant donné que tout récemment, il y a eu une commission, plutôt une délégation de députés de la même Union européenne qui sont allés à Kampala pour dire à Museveni de remettre le tablier sur cette question du Burundi, étant donné les échecs que le dialogue interburundais a connus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans cette contradiction de soutien, de non-soutien, que cela peut effectivement porter? Oui, à mon avis, je pense que Federica Mogherini a sorti une déclaration qui est dans un langage diplomatique. D'abord, ils avaient demandé à Museveni de rendre le tablier. C'est quelque part dire à la communauté est-africaine, cessez son minimum syndical que vous faites avec Nkurunziza et faites ce que vous devrez faire dans le dialogue inclusif pour que le conflit burundais soit vidé dans les plus brefs délais ou trouver une issue favorable dans les plus brefs délais. Sinon, l'on va donner la chance à l'Union africaine ou aux Nations unies. C'est-à-dire la communauté est-africaine a le choix entre le minimum syndical de Nkurunziza ou le choix de conduire le dialogue inclusif effectivement et de rendre compte à la communauté internationale et à l'Union européenne l'issue
de ce dialogue. Et donc de rétablir l'accord d'Arusha, de rétablir l'ancienne constitution. Et de rétablir la paix et la sécurité, surtout la paix et la sécurité, pour que des milliers de Burundais qui sont réfugiés dans les pays de la sous-région puissent rentrer dans leur propre pays à l'aise. Donc, merci beaucoup avec ces dernières interventions par rapport à ces différentes possibilités, soit que ça reste entre les mains de la sous-région, mais avec un impact effectivement, un travail qui est reconnu par la communauté internationale ou aller dans les mains de l'Union africaine et des Nations Unies. Mais il faudra aussi faire un appel à la communauté de l'Union européenne que le retrait des salaires de la MISOM aura une grande contribution dans le rétablissement de la paix au Burundi, puisque ces sommes corrosives qui vont dans la MISOM continue à financer le pouvoir de Bujumbura. Merci. Vous revenez donc sur ce que disait tout à l'heure Patrick Mitabaro. C'est la fin de cette 37e édition. Merci à nos invités, Patrick Mitabaro de la radio Inzamba Tekakawe et Bonfils Nyongele de la radio publique africaine. Un grand merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias des radios Inzamba, RPA et la télé Renaissance. À toutes, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.